Julien Lefebvre et Loïc Fourrure sont tous deux vignerons depuis 2021. Le premier s'est installé à Merléac dans les Côtes-d'Armor, tandis que le second a choisi de planter ses vignes à Tex-Noyalo, dans le golfe du Morbihan. Cette année, les deux agriculteurs effectueront leur 3e année de vendange. Dans cet épisode, ils expliquent les spécificités de leur domaine, les cépages qu'ils utilisent et reviennent sur les défis que représente la viticulture en Bretagne. Julien et Loïc sont également les coprésidents de l'Association des vignerons bretons, qui compte aujourd'hui une 50aine de membres professionnels qui ont implanté environ 150 hectares de vignes en Bretagne. Vous écoutez le PBcast, le podcast du journal Paysan Breton. Moi, c'est Julien Lefebvre. Je suis vigneron à Merliac, dans les Côtes-d'Armor. Et donc vigneron installé depuis 2021, voilà, sur une surface de 3,5 hectares. Et avant, moi, j'étais pas du tout dans ce métier de vigneron. J'ai fait 10 ans de carrière en informatique auparavant. Donc voilà, pour moi, c'est une nouvelle aventure depuis 4 ans. Et toi, Loïc ? Donc moi c'est Loïc Fourrure. Donc moi j'ai installé ici la vigne à Tex-Noyalo depuis 2021 également. Je suis d'une reconversion en tant que cadre dans la prestation de santé à domicile. Et aujourd'hui, donc je suis à la tête avec Marina de 5 hectares et demi, presque 6, de vignes, donc à Tex-Noyalo. Voilà. Et donc pour tous les deux, c'était une reconversion. C'est quoi qui vous a fait changer de cap ? Pour ma part, moi j'ai toujours j'étais très attiré par la nature. J'ai eu un parcours entre guillemets par défaut. Pour faire simple, j'ai un bac-2 école de la vie et ça m'a mené dans le commerce. Mais au bout d'un certain temps, j'ai eu ce désir de choisir ce que j'avais envie de faire dans ma vie. Et donc du coup, j'ai commencé par les abeilles puisque je suis apiculteur également. Mais c'est un métier qui est plus risqué que la vigne. Et un jour, je suis tombé sur un article d'un de vos confrères qui mettait Mathieu Le Sceau, qui était un des premiers viticulteurs bretons en première de couve, et ça a fait tilt et c'est là où j'ai lancé mon parcours. Donc en 2019-2020 au BPROA de Briassé, donc dans les Pays de Loire, et c'est là où j'ai rencontré donc Julien. Ouais, alors pour ma part, il y a beaucoup de similitudes dans nos parcours avec Loïc. Alors moi aussi, je me prédestinais pas à entamer une carrière de vigneron à 32 ans. Mais je suis natif de la Bretagne, du centre Bretagne, beaucoup de familles dans ce coin-là. J'étais très attaché finalement à ce territoire-là. J'ai toujours eu la sensation depuis tout petit que le monde agricole m'attirait. Alors, j'avais des oncles et tantes qui étaient dans ce milieu-là. J'ai travaillé à la ferme. Ma femme, il s'avère que ma femme, son papa était éleveur de volailles, voilà, sur la commune de Merléac où je me suis installé. Donc l'opportunité a fait que voilà, j'ai pu m'installer sur les terres de mon beau-père. Très rapidement, je commençais à m'intéresser au vin à partir de 2015-2016. Je trouvais le vin, en fait, la philosophie assez belle. Les histoires qui étaient racontées assez belles, ça donnait du sens à plein de choses, en fait. Le temps long, travailler avec les saisons, la nature. Et je me suis dit, en fait, en Bretagne, je suis sûr qu'on peut faire du vin, tout pousse. Certainement, j'étais un peu utopique encore un peu à l'époque. J'avais plein d'étoiles dans les yeux, et après, il fallait retourner au concret. Mais je me suis dit, c'est certainement possible. Au même moment, un peu, les planètes s'alignent avec la libéralisation des droits de plantation fin 2016, début 2017. Et voilà, on se retrouve tous les deux, comme le dit Loïc, à Briassé, donc à côté de Nantes, en 2019. Voilà, pour reprendre tout de zéro, repartir à l'école et puis bûcher sur ces projets-là. La loi qui est passée en 2016, ça a autorisé n'importe qui à planter de la vigne en France.
c'est ça? Absolument. Ouais. C'est-à-dire que à partir de 2016, l'Europe a imposé à la France, puisque ça faisait déjà de nombreuses années que l'Europe demandait à la France d'ouvrir les droits de plantation en dehors de l'ère des AOC. Donc, si on refait un petit peu d'histoire, c'est-à-dire que la vigne a existé partout sur le territoire français. Il y a eu plusieurs éléments qui ont fait que elle s'est limitée aux strictes zones et aires des AOC. La surproduction, le phylloxéra, et ensuite après la difficulté de replanter de la vigne suite aux guerres qui ont eu lieu, la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Et donc du coup, en fait, tout ça a fait que les AOC se sont octroyés ce droit. Et depuis 2010 environ, l'Europe demande à la France de réouvrir ce droit, et en 2016 impose à la France de respecter, entre guillemets, le droit européen. C'est quoi la différence entre vos deux exploitations? C'est pas le même climat, j'imagine, entre le golfe du Morbihan où on est là et les Côtes d'Armor. Par exemple, sur vos deux exploitations, c'est quoi le type de sol majoritaire et c'est quoi les cépages que vous utilisez? En Centre-Bretagne, déjà, on va trouver plutôt une roche-mère basée sur du schiste, déjà. Et pour ma part, moi, j'ai choisi de travailler avec 4 cépages traditionnels, donc qui sont le pinot noir, le chenin, le gewürztraminer et le pinot meunier, qui est un cépage originaire de Champagne. Voilà, donc 4 cépages qui permettent de faire des vins différents aussi, des vins qui peuvent être en assemblage ou non, voilà, et qui je pense, en fait, correspondent bien à la climatologie aussi qui est permis sur place. Donc c'est plus des vins blancs. Plutôt des vins blancs, ouais, pour ma part. Après, c'est un peu l'idée générale en Bretagne. Ouais. C'est plutôt une production basée sur du blanc, de l'effervescent, et puis aller aussi un peu de rosé. On a un peu de rosé aussi en production, et des millésimes assez chauds, faire du rouge. Même si d'ores et déjà ici on constate que dans le golfe du Morbihan, faire du rouge tous les ans, c'est à peu près réalisable si on a la bonne variété. Et chez toi, Loïc? Eh bien, nous ici, on est sur des sols donc de granit décomposé. En fait, plus on se rapproche de la côte, plus le granit est composé. Donc plutôt sur des sables, des sols assez drainants. Et moi j'ai 5 cépages, donc le chenin, le savagnin qui est originaire du Jura, le chardonnay, le pinot noir et le pinot d'Aunis pour les rouges. Et voilà, ce choix de cépage, il a été fait justement dans sa multiplicité de possibilités à la vinification en fonction de la climato que l'on a reçue dans la saison. Donc pour l'instant, on reste cantonné sur des blancs, sur des rosés, parce que 2023 et 2024 n'ont pas été non plus des années exceptionnelles. Mais on ne perd pas de vue de faire des jolis rouges demain. Et c'est ça que je pense qui est hyper intéressant, c'est de pouvoir vraiment moduler sa vinification en fonction de la saison que l'on reçoit, plutôt que s'entêter à faire quelque chose, peu importe la saison que l'on a. Voilà, donc je pense que aujourd'hui on a démarré avec des saisons assez difficiles. On est arrivé avec 2023 où on a réussi à sortir quelque chose, mais avec une année un peu yo-yo. Et puis 2024, bon, on l'explique pas. Hein, il n'y a pas une culture aujourd'hui qui s'en sort plus que les autres. C'était quoi les volumes de production en 2023 et 2024? Nous, on a réussi à faire 6000 bouteilles à peu près. Julien, t'es à peu près dans les mêmes... Non, moi je suis j'ai moins de surface que toi, mais du coup, non, on est plutôt, moi, 2023 c'était 2200 bouteilles. Et c'est à peu près la même chose cette année, mais sachant que en vin on recule et que j'ai une autre production en cidre, donc ce qui permet d'équilibrer un peu on est plusieurs d'ailleurs dans l'association à avoir une multitude de productions pour justement, comme l'explique Loïc, tamponner un peu l'effet climat et l'effet un peu yo-yo qu'on peut avoir sur des millésimes. Donc nous, par exemple, sur le 2024 au domaine, on recule de quasiment 50% sur la production, voilà, par rapport en vin, parce que voilà, l'année a été beaucoup trop fraîche et très humide, voilà, et ce qui fait que ça a causé notamment des difficultés au moment de la floraison, qui est une période assez critique pour la vigne au mois de juin. Et cette période a été pour le coup en Bretagne très arrosée. Sachant que la base de perte, c'est 60% l'année dernière. C'est à peu près cette ordre d'idée. Jusqu'à 75-80% est annoncé dès fin juin, quoi. Ouais. Donc, voilà, ouais.
entre guillemets, nous, le dérèglement climatique, si on peut parler un peu du climat, ça nous avantage dans un sens, parce qu'on peut faire des choses en Bretagne qu'on ne pouvait pas encore il y a peut-être 30 ans sur le même type de production, 20, 30 ans. Mais mine de rien, qui dit dérèglement, dit qu'on est impacté aussi comme les autres avec des épisodes un peu subis, un peu aléatoires, et il n'y a plus vraiment de choses assez lisibles en fait dans une saison. Et on le voit bien depuis qu'on s'est installé. Depuis 2021, on a planté les vignes, on a des exercices, des millésimes très différents les uns des autres. Donc voilà, ça fait partie, alors on le savait, ça fait partie un peu du jeu. Donc nous, notre stratégie, c'est plutôt de se diversifier, d'avoir une ribambelle de cépages avec des maturités peut-être un peu différentes. Ça fait du travail un peu plus, on va dire, un peu plus éclaté aussi dans l'année, mais ça nous permet aussi du coup d'être un peu plus résilient en fait dans l'approche et dans le résultat qu'on peut espérer, quoi. On a un peu abordé le sujet tout à l'heure, et c'est quoi l'histoire de la Bretagne liée au vin? La Bretagne et le vin, c'est une longue histoire d'amour. C'est depuis 2000 ans, on fait du vin en Bretagne. Il y a deux caractéristiques qui se mettent en place. Un, c'est le cœur du vin, c'est le muscadet. C'est là où le vignoble s'est construit. Et ensuite, après, historiquement, il y a eu 3 grosses tentacules qui émanent du muscadet, que sont la presqu'île de Ruisse, où il y avait 2000 hectares de vignes jusque presque avant-guerre, on va dire, 400 hectares autour de Redon, et environ entre 6 et 800 hectares sur le Val de Rance. Voilà, donc ça c'est les 3 émanences du muscadet. Ensuite, après, phylloxéra, les guerres, les droits de plantation limités aux strictes aires des AOC, donc au muscadet. Et ensuite, après, et depuis 2016, des projets fleurissent un peu partout sur ce nouveau territoire des 4 départements de la Bretagne. Et avec une dominance, certes, pour une question, je pense, climatique, sur le Morbihan, puisqu'aujourd'hui, on comptabilise 25 projets dans l'association qui sont directement sur le territoire du Morbihan. Mais le second département qui sort un peu la tête de ça, c'est les Côtes d'Armor, le Finistère, et ensuite après vient l'Ille-et-Vilaine, quoi. Donc on n'est plus du tout sur la pieuvre avec les 3 tentacules. On est vraiment sur un renouveau viticole avec une nouvelle façon de penser, et ça sur l'ensemble du territoire. Et dans le sud de la France, on observe plutôt une tendance à la déplantation. Qu'est-ce qui explique qu'on vient planter en Bretagne? Alors, je dirais il y a plusieurs facteurs. Là, déjà, d'une, la réalité, le nouveau paradigme climatique, en fait. Enfin, ça, c'est une des réponses, forcément. On a même des adhérents à l'association qui étaient auparavant dans d'autres vignobles sudistes et qui se sont dit, le futur de la vigne, viticulture, en tout cas en France, une partie s'écrira peut-être demain en Bretagne, donc sont venus s'installer en Bretagne. Ça, c'est déjà le cas. On a déjà été aussi, sollicité par exemple des chefs d'exploitation, des chefs de culture qui sont dans des domaines viticoles du Sud et qui s'intéressaient à notre association, ce qu'on faisait. Dans des zones viticoles, il y a des problèmes de sécheresse, d'accès à l'eau, clairement. Il y a aussi, en fait, le réchauffement climatique fait que aussi les profils des vins ont tendance à changer. On prend la zone, par exemple, bordelaise, on a des profils qui changent avec des vins qui montent un peu plus en alcool. Il y a aussi des marchés à l'export qui sont de plus en plus compliqués dans certaines zones viticoles. Par exemple, la Chine est beaucoup moins importateur de vins français qu'elle ne fut à l'époque. Et on voit bien aussi l'actualité géopolitique, la taxe Trump, je crois, qui doit rentrer si ce n'est aujourd'hui ou demain, je crois, en route. Donc ça fait que à un moment donné, on se retrouve avec des débouchés marchés qui sont compliqués, d'autant plus que la demande intérieure en vin, c'est-à-dire que les Français consomment de moins en moins d'alcool. Et donc, c'est vrai que la consommation, et ça depuis des années, a tendance à baisser. Mais ce qu'on va faire en Bretagne, c'est des choses un peu différentes. En fait, déjà, nous, aujourd'hui, en Bretagne, on a à peu près 140 hectares, 150 hectares de plantés. Et surtout, en fait, on propose du coup des profils de vin un peu différents. Des profils un peu plus légers, des blancs, des rosés. Et ça, pour le coup, les blancs et les rosés résistent plutôt bien à la consommation. Sur aussi des pratiques agricoles en bio. Ce qui fait que aujourd'hui, en tout cas pour le peu de volume qu'on produit, ça se passe plutôt bien en termes de débouchés.
Maintenant, aujourd'hui, c'est la réponse actuelle. Ce que ce sera dans 10 ans, on n'en sait trop rien, en fait, comment ça va évoluer, tout ça. Mais notre vision, c'est pas de rentrer dans des logiques de volume, c'est plutôt de continuer à avoir une vision plutôt taille humaine, d'avoir des petits domaines, entre guillemets, qui valorisent, où ça se passe plutôt bien. Alors peut-être qu'on sera impacté comme les autres par les problèmes climatiques, on n'en sait rien, en fait, comment ça va évoluer dans 15 ans. Mais on espère ne prenant pas la trajectoire du volume, on sera un peu plus résilient et un peu plus, on va dire, agile pour s'adapter à ces futures contraintes. Et vous êtes les coprésidents de l'Association des vignerons bretons. Ouais, l'association des vignerons bretons, elle est née en 2021 à Kerplouz. C'est un lycée agricole qui se trouve à Auray. On était une dizaine de producteurs, donc à vouloir entre guillemets donc structurer et puis se réunir pour discuter un petit peu de nos problématiques, puisque c'était l'enjeu premier. Faut savoir que avant 2022, vous alliez à la Chambre d'agriculture, à la DDTM ou dans des instances administratives qui régissent le milieu agricole. Vous annonciez que vous faisiez de la vigne, il y avait personne qui pouvait vous donner quoi que ce soit, puisque la case n'existait pas. Donc nous, on s'est quand même installés, et donc il a fallu structurer tout ça. Donc au départ, c'était une réunion de copains qui voulaient échanger entre eux parce qu'on est se retrouvés dans des problématiques similaires. Et puis au fur et à mesure, on s'est retrouvés face à vouloir monter une filière. Et puis voilà, aujourd'hui, en fait, d'une dizaine, on est passé à 47, on va dire une petite cinquantaine. On était sur 10-15 hectares. Aujourd'hui, il y a 140 hectares qui sont plantés sur le territoire. Et cette association, elle a quelques caractéristiques intéressantes, en tout cas à notre niveau. C'est-à-dire que, d'une, on favorise beaucoup les éléments de qualité qui tournent autour du vin, c'est-à-dire tout ce qui s'apparente à la commercialisation en circuit court, la valorisation aussi bien agronomique, notamment en développant la biodiversité au sein des vignes, en utilisant un cahier des charges entre guillemets bio. Voilà, donc c'est-à-dire qu'on n'impose pas le cahier des charges bio, mais en tous les cas, on s'adosse à ce cahier des charges, puisqu'en fait, on a une charte qui est directement dans cette association, et cette charte stipule, notamment par un des points, que la non-utilisation des produits phytosanitaires de synthèse. Donc voilà, donc l'association a grandi, on a réuni les instances administratives en juin 2022, qui ont cru au projet, qui ont avancé sur un projet filière. Aujourd'hui, la Chambre d'agriculture, la DDTM, la MSA, la région de Bretagne croient en cette filière et nous accompagnent. Donc c'est vraiment très enthousiasmant en si peu de temps de pouvoir avoir fait avancer ces dossiers-là. Et puis aujourd'hui, bah voilà, les bouteilles arrivent au fur et à mesure. Les producteurs sont de plus en plus nombreux, donc on pense à développer l'association sur justement la partie commercialisation, animation de toute la partie commercialisation. Voilà, avec plusieurs projets très exaltants pour les années à venir, quoi. C'est quoi le parcours d'installation pour quelqu'un qui veut s'installer en Bretagne? L'enjeu principal, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est de trouver le foncier agricole. Sachant que en fait, à partir de là, on a choisi la parcelle. Il y a toute une demande administrative d'autorisation de planter qu'il faut réaliser auprès de France Agrimaire, notamment. Plus après, il faut faire un certain nombre de démarches auprès de la douane, puisque voilà, la production d'alcool est quand même encadrée par les douanes. Donc ça se fait en parallèle aussi potentiellement d'une formation pour être vigneron, et puisque pour être vigneron, il faut être exploitant agricole. Donc, qui dit exploitant agricole, avoir la capacité agricole à s'installer. Donc, il faut un diplôme agricole. Et donc, quand on a créé cette association-là et qu'on a vu que ça se développait à droite à gauche, on a aussi pensé directement à monter, en tout cas être partenaire avec un centre de formation pour permettre aux futurs installés d'être formés et bien formés à la viticulture en Bretagne, parce que nous, on considère que c'est pas du tout un sujet à prendre avec la pincette, avec des pincettes. C'est un sujet technique, c'est vigneron, ça demande énormément de connaissances. Donc, pour cela, en fait, il y a une formation qui est dispensée au lycée agricole à Kerplouz,
donc à Auray, basé à Auray, qui du coup forment via un BPREA des adultes, voilà, qui sont en reconversion professionnelle et qui aimeraient demain être vignerons installés ou aussi potentiellement être chef de culture, par exemple aussi dans des domaines bretons ou ailleurs en Bretagne, hein, d'ailleurs. Hein, ça permet de faire un peu voilà, un peu tout ce qu'on veut entre guillemets dans le milieu viticole. Et donc c'est un diplôme reconnu par l'État qui a reçu des agréments de l'État et donc qui suit un parcours très complet qui passe à la fois par le côté technique viticole, par l'aspect œnologie, par l'aspect commercialisation, gestion. Donc c'est un parcours d'1 an avec des stages aussi, énormément de semaines en entreprise. Donc cette année, ça fait déjà la 4e promotion qui est sortie. Donc vous voyez en fait, donc un jeune installé aujourd'hui a quand même une ribambelle d'outils en Bretagne pour se faire accompagner, en plus des dispositifs déjà mis en place par la Chambre d'agriculture, que ce soit notamment pour la dotation jeunes agriculteurs, les parcours de formation aussi que peuvent proposer la Chambre en complément de ce qui est fait à Carplouse, sur tout un tas de problématiques autres pour gérer une exploitation. Donc il y a aujourd'hui quand même tout un tas de choses qui sont possibles en Bretagne et qui ne l'étaient pas encore il y a 5 à 6 ans, quoi. Et côté matériel, est-ce que vous deux, vous êtes beaucoup mécanisé et comment on trouve son matériel quand on est en Bretagne? Pour des petits vignerons bretons, on est beaucoup mécanisé, mais par rapport à un vignoble classique, non. On est ultra débrouillard. C'est clair. On est dépendant des vignobles voisins, alors principalement l'Anjou et le Muscadet. Mais nous, on se débrouille avec nos moyens, c'est-à-dire que on va se fournir là-bas, mais on n'a pas non plus les moyens de s'acheter des tracteurs neufs, du matériel neuf en voiture, voilà. Donc ça nous oblige, du fait qu'il y ait une distance par rapport à ces 2 vignobles voisins, de multiplier aussi les pièces de secours. Donc voilà, on construit et puis on tend à démontrer aux magasins les plus proches, aux mécanos les plus proches que on a un potentiel. Puis le jour où ils auront un business plan qui permettra de pouvoir assumer une ouverture de magasin, ils viendront s'implanter. Et c'est tout ce qu'on espère en fait. Voilà, c'est de construire un écosystème viticole dans tous les sens du terme, mais aussi avec l'environnement qui l'entoure. Donc des prestataires vitivinicoles, des prestataires sur le plan agronomique, des prestataires aussi sur le plan des labos. Voilà. Et aujourd'hui, la Chambre d'agriculture de Bretagne nous propose un laboratoire qui se trouve sur Plérin. Donc ça avance tout doucement, mais faut que toutes les pierres s'imbriquent pour pouvoir vraiment créer ce milieu, quoi. Et pour finir, qu'est-ce que c'est vos projets que vous aimeriez développer chacun sur votre exploitation ou même au sein de l'asso? Donc moi, mon objectif, c'est surtout d'arriver au rythme de croisière avec aussi une optique où là, je cherche beaucoup je réfléchis beaucoup à quelle trajectoire je veux donner au domaine dans son ensemble. C'est-à-dire, j'ai aujourd'hui de la viticulture, j'ai un peu une production en cidre. Demain, je m'interdis pas aussi pourquoi pas de faire un peu de grande culture, faire un peu d'autres choses avec mon beau-frère qui s'est installé il y a pas très longtemps. Voilà, essayer de réfléchir à un modèle diversifié, on va dire. Bon, ça prendra du temps, mais on a plein d'opportunités sur place pour faire quelque chose de chouette. Et aussi, voilà, il y a aussi l'accueil au domaine qui va commencer, dont l'aspect œnotouristique, expliquer les projets, expliquer les vins. Donc ça va prendre pas mal de temps. Donc il va falloir aussi développer un peu la notoriété du domaine autour de ça. Donc je pense que il n'y a pas de quoi s'ennuyer dans les prochaines années, largement. Et puis moi le projet, il est un tout petit poil différent. J'ai vraiment à cœur de terminer le projet à la parcelle. Donc aujourd'hui, on a 5 hectares 85 de plantés, mais il y a encore un potentiel de 2 voire un petit 3 hectares pour vraiment clôturer les choses. Marina qui va me rejoindre dans l'exploitation va aussi développer la partie œnotouristique, donc avec des visites de vignobles, dégustation sur place, etc.
Et moi, je suis un hédoniste pur. Donc, c'est-à-dire que moi, si je fais du vin, c'est pour le côté agricole que j'aime beaucoup, mais c'est aussi pour les moments de partage que procure le vin. Et si on aime le vin, on aime la bouffe. Et voilà, c'est ce côté-là que je veux développer à fond. Donc, c'est-à-dire travailler avec des restaurants, des chefs. Donc déjà, avoir l'honneur d'avoir nos vins à la carte de restaurant. Donc ça, c'est déjà très important. Mais en plus de ça, si certains viennent ici, cuisinent, et puis on fait des animations autour de nos vins, etc. Ouais, là, je serai un homme heureux. Ouais. Ouais, là, ça sera bien. Merci beaucoup, merci à tous les deux. Avec plaisir. Merci à vous. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous le souhaitez, n'hésitez pas à laisser un avis sur Apple Podcast et Spotify. Et vous pouvez partager cet épisode autour de vous. Si vous avez des idées de sujets que vous aimeriez qu'on aborde dans le PBcast, dites-le nous en commentaire ou bien sur les réseaux sociaux du journal. À dans un mois!